Un héros national décoré pour sa bravoure, une silhouette taillée pour le grand écran, une voix capable de faire chavirer les cœurs dans 3 langues différentes, Jean-Claude Pascal incarnait tout ce qu'une nation pouvait désirer chez un homme. Pourtant, derrière les costumes impeccables et les sourires photographiés, se cachait un secret si lourd qu'il ne l'a jamais prononcé à voix haute. Pas une seule fois, même sur son lit de mort. Pourquoi cet homme qui possédait apparemment tout a-t-il vécu dans une solitude si parfaitement orchestrée? Et quelle vérité inavouable l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle? Avant de plonger dans cette histoire fascinante, abonnez-vous dès maintenant à Les Célébrités du Monde et activez la cloche. Votre soutien nous permet de ressusciter ces destins extraordinaires que le temps a voulu effacer. Merci de nous accompagner dans cette exploration. Maintenant, découvrons ensemble l'histoire de Jean-Claude Pascal. En 1927, au cœur du prestigieux 7e arrondissement parisien, naît Jean-Claude Roger Henri Villeminot. Mais son existence bascule tragiquement avant même qu'il puisse former des souvenirs. En mars 1928, son père Roger meurt brutalement. Jean-Claude n'a que 18 mois. Sa mère, Arlette Lemoine, appartient à une lignée légendaire. Elle descend directement de Charles Frederick Worth, le couturier britannique considéré comme le père fondateur de la haute couture moderne, celui dont les créations ont régné sur Paris au XIXe siècle. Mais Arlette ne peut ou ne veut pas élever seul son fils. Jean-Claude est confié à ses grands-parents maternels et grandit loin de Paris, dans le majestueux manoir de Brion, près de Draget, en Normandie. Ce domaine est un univers à lui seul. Perché sur un parc de plusieurs hectares dominant la baie du Mont-Saint-Michel, le manoir fonctionne selon des codes aristocratiques stricts. Plus de 20 employés y travaillent, jardiniers, cuisiniers, gouvernantes, domestiques. Tout respire l'ordre, la tradition et une certaine froideur protocolaire. Son grand-père, gentleman farmer cultivé, a travaillé comme dessinateur de bijoux pour Cartier et entretient des relations étroites avec le milieu artistique parisien. Sa grand-mère dirige la maisonnée d'une main de fer, inculquant au jeune Jean-Claude discipline et maintien. Mais cette enfance dorée cache une blessure profonde. Jean-Claude développe un amour viscéral pour la nature et l'artisanat, mais souffre également d'une santé délicate et de longues périodes d'isolement affectif. Des années plus tard, il confiera « Je n'ai jamais croisé le regard de mon père, je n'ai aucun souvenir de lui ». Sa mère reste à Paris et ne lui rend visite qu'occasionnellement. Bien qu'elle demeure présente formellement dans sa vie, leur relation manque cruellement de chaleur quotidienne. Ce double vide, celui d'un père mort et d'une mère distante, façonne un enfant introverti, surprotégé, mais émotionnellement abandonné. Sa scolarité débute à Compiègne avant de se poursuivre au prestigieux lycée Janson de Sailly à Paris, où ses professeurs remarquent son élégance naturelle et son tempérament réservé. Puis vient 1944. La guerre atteint son paroxysme. Jean-Claude n'a que 17 ans, mais il falsifie ses papiers pour s'engager dans la 2e division blindée du général Philippe Leclerc. Bien que mineur, il est accepté et rapidement déployé dans les combats pour la libération de la France. En novembre 1944, lors d'un moment historique, Pascal devient le premier soldat français à pénétrer dans Strasbourg, tandis que les forces allemandes évacuent encore la ville. Cet acte de bravoure lui vaut la Croix de guerre en 1945, une décoration militaire réservée aux héros du combat. Mais ce baptême de feu laisse des cicatrices invisibles. Comme tant de jeunes soldats revenus du front, Pascal porte en lui un poids psychologique écrasant. Le traumatisme, le deuil, la confrontation brutale avec la mort. Contrairement aux vétérans plus âgés, qui retrouvent une famille stable ou une carrière établie, Pascal est encore en pleine construction identitaire. Cette combinaison explosive, deuil précoce, exigences aristocratiques et horreur de la guerre, forge en lui une armure émotionnelle qui ne le quittera jamais. Le Paris de l'après-guerre renaît dans un tourbillon artistique. Les cafés débordent de poètes, les théâtres rouvrent, les défilés reprennent leurs droits. Pascal trouve d'abord sa voie non pas devant les caméras, mais dans le monde scintillant de la mode. Il commence par dessiner des foulards de soie et des cravates pour Hermès, transformant le tissu en champ de bataille esthétique. Puis il rejoint la maison Christian Dior, apprenant la rigueur auprès des maîtres absolus de l'élégance parisienne. Chez Robert Piguet, il affine encore davantage son style, perpétuant ainsi l'héritage familial que son ancêtre Worth avait initié un siècle plus tôt. Mais il ne s'agit pas simplement de vêtements. Pascal possède un œil théâtral unique. Lorsqu'on lui demande de créer les costumes du Don Juan de Louis Jouvet au théâtre de l'Athénée, quelque chose bascule en lui.
Pour la première fois, il ne se contente plus d'habiller des corps, il construit des histoires, il raconte des histoires. Pourtant, il avouera plus tard « Je ne supportais plus la superficialité. Le glamour était devenu une simple façade. » Les couches de tulle et de soie, autrefois envoûtantes, commençaient à lui sembler des masques. Il s'interrogeait sur ce que ses créations dissimulaient chez les autres, mais aussi en lui-même. La précision qui l'avait comblé lui paraissait désormais creuse. Il aspirait à quelque chose de plus chaotique, de plus authentique. Cet appel le conduit vers le théâtre, mais sa famille aristocratique, farouchement attachée au nom et au prestige social, lui interdit formellement d'utiliser le patronyme Villeminot. Le métier de comédien est jugé indigne, incompatible avec l'héritage de la lignée Worth-Lemoine. Il se forge donc une nouvelle identité, Jean-Claude Pascal, un nom élégant, mystérieux, distant, le début d'une double vie. Si vous aimez découvrir ces histoires bouleversantes, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Les Célébrités du Monde. Votre soutien nous permet de ressusciter ces destins extraordinaires que le temps a voulu effacer. Merci de nous accompagner dans cette exploration. Maintenant, découvrons ensemble l'histoire de Jean-Claude Pascal. Grand, élégant, d'une beauté presque irréelle, Pascal attire immédiatement l'attention des directeurs de casting. Edwige Chuyère, légende vivante du théâtre français, le décrit comme possédant un profil grec et le choisit pour jouer dans La Dame des Camélias, scellant ainsi sa place dans la mémoire culturelle nationale. La caméra l'adore, le public l'idolâtre. Pascal, autrefois enfant silencieux et isolé en Normandie, devient une véritable sensation. Durant les années 1950, il incarne le summum du cinéma romantique français. Il joue des nobles, des officiers, des amants tragiques, des personnages portant la fatalité avec une grâce infinie. Il donne la réplique à des icônes, Remy Schneider, Anouk Ayemi, Gina Lollobrigida, Michel Mercier. Mais cette beauté devient elle aussi une prison dorée. « J'en avais assez de jouer des vierges ridicules », confiera-t-il amèrement. Lassé d'un type casting superficiel qui le réduisait à son apparence, son intelligence, sa profondeur, sa curiosité intellectuelle, tout était écrasé au profit d'une perfection lisse et immobile. À mesure que les films gagnaient en sophistication, il se sentait de plus en plus comme un mannequin emprisonné dans un décor. Puis arrive la nouvelle vague. Les années 1960 bouleversent radicalement le cinéma français. Le fantasme romantique cède la place au réalisme cru. Caméra portée, instant non scripté, homme imparfait et rebelle. Le public se tourne vers le danger urbain incarné par Belmondo, vers le cynisme sombre de Delon. L'image de Pascal, impeccable, maîtrisée, théâtrale, commence à sembler appartenir à une époque révolue. Les producteurs passent leur chemin, les scénarios cessent d'arriver. Sa dernière grande apparition au cinéma a lieu en 1968 dans Angélique et le Sultan, où il interprète un eunuque de cour marocain. Un rôle étrangement symbolique, bien loin des héros séduisants de ses années de gloire. Dans une troublante ironie, la castration du personnage fait écho au sentiment croissant de déclassement artistique que ressent Pascal. Il avait été le visage du romantisme d'après-guerre. Mais dans cette nouvelle ère, privilégiant la vulnérabilité brute à l'élégance polie, Jean-Claude Pascal n'a plus sa place. Une réalité qu'il porte en silence. Et pourtant, sous toutes ces apparences soigneusement orchestrées, le héros de guerre décoré, le styliste formé à la haute couture, l'idole de cinéma impeccable, vivait un secret qu'il ne pouvait jamais révéler. Jean-Claude Pascal était homosexuel. Dans la France d'après-guerre, particulièrement dans les milieux du cinéma et de la chanson populaire, cette vérité n'était pas simplement intime, elle était mortelle pour une carrière. Un premier rôle masculin pouvait être discret, même solitaire, mais il devait absolument incarner le fantasme hétérosexuel vendu au public. Un murmure, une rumeur confirmée, suffisait à détruire une carrière du jour au lendemain. Pascal apprend donc très tôt à se fragmenter. En public, il incarne le raffinement et la disponibilité romantique. Il sourit aux photographes, accepte des rôles d'aristocrate amoureux et laisse les magazines le présenter comme le célibataire idéal, cultivé, mystérieux, sans attache. La presse le qualifie de gentleman célibataire, une formule élégante qui explique discrètement l'absence d'épouse. Les femmes l'admirent ouvertement. Certaines actrices sont même évoquées comme compagnes supposées, souvent à des fins promotionnelles. Mais hors caméra, Pascal vit seul. Ses appartements sont silencieux, sa vie privée soigneusement verrouillée.
Des pans entiers de son existence affective sont tout simplement effacés du récit public. Il ne s'agit pas d'hypocrisie, mais de survie pure. Pascal appartient à une génération qui a vu des carrières anéanties par le scandale moral, par des accusations de déviance, par la simple suggestion d'une non-conformité sexuelle. Être ouvertement homosexuel dans la France des années 1950 et début 1960 signifiait l'exil social. Être homosexuel et célèbre relevait de suicide professionnel. Il pratique donc la discrétion avec une discipline quasi militaire. Des amis diront plus tard qu'il ne mentait jamais, mais qu'il ne disait jamais toute la vérité non plus. Le silence devient son armure la plus solide. Vous êtes toujours là? Merci de suivre cette histoire jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à Les Célébrités du Monde pour ne manquer aucune de nos enquêtes sur les légendes oubliées. Et pourtant, il trouve un moyen de parler. En 1961, lorsqu'il monte sur la scène de l'Eurovision pour représenter le Luxembourg, Jean-Claude Pascal accomplit un geste discrètement révolutionnaire. Il chante « Nous les amoureux », une chanson qui, en surface, semble être une tendre supplique pour la tolérance entre deux amants confrontés au jugement social. Les paroles évoquent la séparation, la menace imposée par les autres. « Ils veulent nous empêcher d'être heureux », chante-t-il, « mais le temps viendra ». Pour le grand public, il s'agit d'une chanson d'amour universelle, sûre, poétique, inoffensive. Mais elle ne l'est pas. Elle est codée. Des années plus tard, Pascal reconnaîtra enfin ce que beaucoup de ses proches savaient déjà. La chanson parlait d'une relation homosexuelle, d'un amour que la société refusait de reconnaître, d'un sentiment jugé mauvais, immoral, dangereux. C'était une relation homosexuelle, dira-t-il simplement, mais personne ne pouvait le savoir. L'ambiguïté des paroles n'était pas accidentelle, elle était vitale. Elle permettait à la chanson de passer à travers la censure, les diffuseurs et les publics conservateurs sans déclencher d'alerte, tout en parlant directement à ceux qui maîtrisaient le langage du secret. Dans cette performance, Pascal ne demandait pas la permission, il annonçait le changement à venir. La chanson promettait qu'un jour, des amoureux comme lui n'auraient plus à se cacher. C'était une déclaration dissimulée sous la poésie, chantée par un homme qui ne pouvait pas se permettre l'honnêteté, mais refusait de rester totalement muet. Devant des millions de téléspectateurs à travers l'Europe, il dit sa vérité sans la nommer. Et il gagna. Ce fut, à bien des égards, l'acte le plus courageux de sa vie. Mais le courage n'apporta pas la liberté. Pascal ne fit jamais son coming out publiquement, ni dans les interviews, ni dans ses mémoires, même pas à la fin de sa vie. Le prix de la révélation restait trop élevé, l'habitude du silence trop profondément ancrée. Il demeura célibataire, sans enfant, figure suspendue entre admiration publique et distance émotionnelle. Derrière les portes fermées, les rumeurs circulaient, des relations discrètes avec des hommes du milieu théâtral, des attachements brefs, interrompus avant de devenir dangereux. Rien ne fut jamais confirmé, rien ne fut jamais démenti. Ceux qui le connaissaient bien parlaient d'une élégance frôlant la froideur et d'une solitude frôlant la douleur. Un proche confiera plus tard à voix basse « Jean-Claude vivait comme un gentleman d'un autre siècle, toujours correct, toujours poli, mais derrière le charme, il y avait une solitude insupportable. Il avait vécu avec beauté, il avait vécu avec courage, mais il n'avait jamais vécu librement. » Et cela, peut-être plus encore que la gloire fanée ou les rôles perdus, fut la tragédie la plus profonde de la vie de Jean-Claude Pascal. Jean-Claude Pascal s'est éteint dans la nuit du 4 au 5 mai 1992 à l'hôpital Beaujon de Clichy, aux portes de Paris. Il avait 64 ans. La cause officielle, un cancer d'estomac à un stade avancé. Un diagnostic qu'il avait gardé largement secret, tout en maintenant, autant que sa santé le permettait, les apparences. À l'opposé de la grandeur théâtrale de ses années de gloire, les derniers mois de Pascal furent marqués par le retrait, la réserve et une disparition presque volontaire de la scène publique. Aucun communiqué spectaculaire, aucune tournée d'adieu, aucune veillée hospitalière mise en scène. Sa mort, à l'image de la dernière partie de sa vie, passa largement inaperçue. Les journaux français annoncèrent la nouvelle en quelques lignes sobres, reléguées aux pages culturelles. Il n'y eut ni hommage national, ni programmation spéciale à la télévision, ni rétrospective officielle. Pour un homme qui avait incarné le raffinement de l'après-guerre, qui avait occupé une place centrale dans le cinéma, la chanson et le théâtre français, ce silence fut saisissant. L'élite culturelle était passée à autre chose, la nouvelle génération se souvenait à peine de lui.
Pascal, pourtant, avait préparé son départ avec une minutie extrême. Fidèle à son sens du rituel et du contrôle, il laissa des instructions précises concernant le devenir de ses cendres. Il demanda à être incinéré et que ses cendres soient partagées entre deux lieux profondément symboliques, l'abbaye du Mont-Saint-Michel en Normandie et la ville côtière de Hammamet en Tunisie. Le Mont-Saint-Michel portait une résonance intime, c'était près du manoir de Brion où il avait passé ses premières années auprès de ses grands-parents. Hammamet, à l'inverse, était devenu son refuge adulte, un lieu de chaleur, de solitude et de retrait, loin des exigences de la vie publique. La moitié de ses cendres devrait être dispersée dans les eaux de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, accomplissant ainsi le lien avec son enfance, avec les marées et les brumes de ce paysage ancien. L'autre moitié devait être répandue en Méditerranée, au large d'Hammamet, où il avait possédé une villa et où, selon plusieurs témoignages, il avait trouvé une forme de paix, à l'abri du regard parisien. Pour qu'il ne soit pas totalement effacé, sa mère Arlette Lemoine, qui lui survivra près de 20 ans, fit installer une plaque commémorative dans le caveau familial du cimetière du Montparnasse à Paris. Elle fut placée dans le tombeau Lemoine-Villeminot, division 25, une partie calme et ombragée du cimetière où reposaient déjà d'autres membres de la famille. La plaque ne portait que son nom et ses dates, simple, réservée, conforme à ses souhaits. Selon un ami présent à ses côtés durant ces dernières semaines, Pascal manifesta une résignation paisible, sans amertume. L'une de ses dernières phrases rapportées aurait été « J'ai porté beaucoup de masques, maintenant je veux simplement me reposer dans le vent ». Une formule qui résumait parfaitement la dualité de son existence, soigneusement construite, toujours soucieuse de l'image, mais tendue au fond vers quelque chose de plus nu et de plus éternel. Et pourtant, même dans la mort, Jean-Claude Pascal laissa derrière lui une part d'ambiguïté. Pendant des années, des rumeurs persistèrent selon lesquelles toutes ses volontés n'auraient pas été respectées. Certains admirateurs, visitant le cimetière du Montparnasse, affirmèrent que ses cendres y avaient été discrètement inhumées, à l'encontre de son désir d'être dispersé. D'autres assuraient avoir assisté ou parlé à des personnes impliquées dans les cérémonies de dispersion en Normandie et en Tunisie. La vérité ne fut jamais tranchée, les archives officielles restèrent limitées. Aucune photographie, aucun document de presse ne fut jamais publié concernant l'un ou l'autre de ces lieux. Même ses proches semblaient diverger sur les détails. N'oubliez pas de vous abonner à Les Célébrités du Monde si vous voulez continuer à découvrir ces destins extraordinaires que l'histoire a tenté d'effacer. Aujourd'hui, le nom de Jean-Claude Pascal suscite davantage de questions que de certitudes. Il fut soldat, styliste, acteur, chanteur, écrivain, sans jamais se réduire pleinement à une seule de ses identités. Homme d'élégance et de code, façonné par la guerre, défini par la retenue et discrètement rebelle d'une manière que peu ont perçue. Il aurait dû avoir plus, écrivit un critique après sa mort, plus de rôle, plus de reconnaissance, plus d'amour. À une époque où la différence exigeait le déguisement, Pascal transforma sa vie en un art de camouflage. Mais pour ceux qui regardent de plus près, dans les paroles de Nous les amoureux, dans la mélancolie silencieuse de ces dernières années ou dans les choix faits loin des regards, une autre image apparaît. Celle d'un homme aspirant à aimer librement, à être vu dans sa totalité et à s'affranchir des rôles que le monde lui avait imposés. Il n'y est jamais parvenu complètement, mais il a essayé, à sa manière, avec la dignité qui le caractérisait. Que retenez-vous le plus de Jean-Claude Pascal? Ses films, sa musique ou la dignité silencieuse avec laquelle il a traversé l'existence? Partagez vos impressions en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous à Les Célébrités du Monde. Votre soutien nous permet de continuer à exhumer ces légendes que le temps voulait effacer. Certaines vies s'estompent, mais certaines méritent d'être préservées, racontées, honorées. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée dans les coulisses secrètes des plus grandes stars. À très vite sur Les Célébrités du Monde.